chers amis, nous sommes sur Alta TV dans votre émission Survol politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'invité que nous avons toujours eu ces derniers temps, mais aujourd'hui, il n'est pas seul. Nous avons donc M. Benjamin Demba, qui est un des responsables communautaires ici dans la communauté congolaise d'Edmonton au Canada. Et à côté de lui, nous avons M. Polydor Mutombo, qui va aussi se joindre à notre discussion d'aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui débattre sur un sujet que nous avons beaucoup entendu, ça a fait couler de l'encre plutôt, et nous voulons quand même nous atteler à ça et comprendre de quoi il s'agit exactement, parce que quelquefois nous avons des mots dans notre communauté congolaise, dans la diaspora, sur YouTube, Facebook, et nous ne comprenons pas, il y a des mots qui se relaient d'une personne à une autre, mais on ne connaît pas l'impact de ce que nous disons. Alors nous allons essayer de découvrir un peu avec nos deux invités sur ce que nous entendons parler de soulèvement populaire. Donc, soulèvement populaire, je vais d'abord commencer par définir cela, mais en attendant, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour. Bonjour. Alors donc, nous avons ce sujet d'aujourd'hui dont nous voulons creuser un peu de fond en comble. Nous parlons de soulèvement populaire. Soulèvement populaire, on a beaucoup entendu de ces mots ou alors de cette expression. Chez nous au Congo, nous avons entendu les gens au niveau de l'Europe, les combattants que nous appelons combattants, les résistants, tous les noms qu'on peut donner. Ils ont parlé de soulèvement populaire, c'était au temps surtout de Kabila. Il y a eu quand même des marches, il y a eu ce que nous appelons des villes mortes, UDPS a fait, et puis les combattants de tout, partout dans le monde ont joint aussi à ce mouvement sous forme de revendications, mais sur la rue, et il y avait des représailles par rapport à cela. Mais nous entendons jusqu'aujourd'hui où il y a un changement politique au niveau de la présidence, nous entendons parler toujours de ce mot soulèvement populaire. Avant que vous puissiez donner vos avis par rapport à cela, je vais quand même aller voir un peu ce que nous avons trouvé au niveau des dictionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire soulèvement populaire? Ce que je fais comme recherche, j'ai trouvé ceci. Soulèvement populaire, c'est une révolte, c'est une rébellion. Mais alors, ils ont expliqué ici dans quel sens de révolte, quel sens de rébellion. La révolte ou la rébellion est un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation. C'est aussi le refus actif d'obéir à une autorité. Alors, comment est-ce qu'on peut lier ça avec le soulèvement populaire? Et selon vous, dans le cas actuel du Congo, sans parler de la période où nous avons Tshisekedi à la tête du pays, juste d'une manière générale, pour vous, c'est quoi un soulèvement populaire? Bon, selon les définitions que vous venez de donner des soulèvements populaires, moi je trouve que on se met à parler, à dire des choses pour satisfaire nos amours propres, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on est très loin de réaliser cela. Le soulèvement populaire, selon la définition, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire au Congo, je ne sais pas, après même des centaines d'années, des milliers d'années, pour que cela puisse... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Pour vous, au Congo, est-ce que c'est ça? C'est une rébellion, c'est une révolte face à une situation? Oui, absolument, absolument. Lorsque les gens sont indignés au Congo, les gens ne mangent pas à leur faim. Toutes les situations sont vraiment par terre, il n'y a rien qui marche. Il y a cette indignation-là, les gens peuvent se révolter. C'est une réalité parce qu'il y a des grèves qui se font partout. Les gens qui font des années et des années sans pour autant être payés. Les gens peuvent se révolter, mais il faut maintenant regarder dans le vrai sens, au fond du mot. Est-ce que le révolte ou bien le soulèvement ou bien le mécontentement que les gens manifestent, ils auront gain de cause ou pas? Parce qu'il ne faut pas tout simplement se réveiller le matin comme ça. Non, nous allons faire un soulèvement. Nous allons faire... Mais ça n'aboutit à rien. On arrivera là-dessus pour voir si c'est possible au Congo. Mais si on peut juste s'arrêter d'abord au niveau de la définition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition par rapport aux enjeux du Congo? Oui, le soulèvement populaire est tout à fait possible partout où il y a un leadership qui veut réellement travailler pour le bonheur du peuple. Le soulèvement populaire est une réalité. Alors, parlons du cas concret du Congo. Est-ce que c'est d'abord nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a sa place, un soulèvement, maintenant que Tshisekedi est au pouvoir? Est-ce qu'on peut toujours parler ce langage de soulèvement populaire?
Bon, selon moi, je ne fais pas confiance à la politique parce que j'ai défini ça comme étant une démagogie. On définit la politique comme étant autre chose et pratiquement on vit autre chose. Donc je ne suis pas dans cette logique-là de la politique. Alors, comme je ne suis pas dans la logique de la politique, si réellement les soulèvements pouvaient se faire, je serais d'accord, je serais partant avec ça. Mais malheureusement, à mon avis, je ne crois pas que c'est quelque chose qui peut vraiment se réaliser. Ouais. Est-ce nécessaire? Oui, le soulèvement populaire est une nécessité pour le Congo, étant donné que le pays est présentement occupé. Le pays est occupé par des forces étrangères qui dirigent le pays par, qu'est-ce que je dirais, par marionnettes. Il y a des marionnettes, une marionnette interposée pour faire croire au peuple congolais qu'il est souverain, mais en réalité, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui dirige le pays. Les signes sont là, évidents. On a constaté tout récemment d'abord qu'il n'a même pas droit à l'avion présidentiel qu'utilisait Kabila. Félix Tshisekedi, si vous remarquez son cortège aujourd'hui à Kinshasa, le cortège de Kabila en tant qu'ancien président est beaucoup plus impressionnant que le cortège de Félix Tshisekedi. Le cortège de Kabila est constitué de motards, il roule dans une Jeep blindée, il y a une ambulance. Quand vous comparez ça à Félix Tshisekedi, c'est rien. Mais est-ce que c'est par rapport au cortège qu'on peut se dire que le président est une forme de marionnette? Parce qu'il y a aussi une certaine simplicité par rapport à la personne. Parce que je n'ai jamais vu le président Kabila se mettre à genoux, par exemple, compris sur lui. Ça, c'est un signe d'humilité. Oui. Et dans l'humilité, on n'a pas beaucoup d'extravagance. On dit même qu'il est allé, il a fait un voyage à son retour, il a fait comme Kassavou, il a remis l'argent. C'est quand même un certain niveau aussi. Est-ce que ça peut être ça? Ou bien vous pensez vraiment que ça... Parce que moi, j'aimerais que vous expliquiez bien. Est-ce que pour déterminer que Tshisekedi est une marionnette et qu'il est conduit par une puissance étrangère, il faut qu'il y ait des voitures blindées, il faut qu'il y ait comment dirais-je, dans son cortège... beaucoup de motards? Est-ce que c'est ça qui explique comment vous expliquez ça? Je ne comprends pas. Alors, docteur Vincent Chiboula, je veux d'abord vous ramener à un fait. Kabila est allé rendre visite tout récemment à Félix Tshisekedi, à sa résidence. Quel est le message que vous recevez? Un ancien président qui n'est pas supposé déjà être le commandant suprême des troupes, mais qui va rendre visite à Félix Tshisekedi en tenue militaire. C'est quel message que vous percevez là-bas? En tout cas, je pense que... je comprends ce que vous dites. Je crois que si, à moins qu'il nous sorte avec un message clair que tout le monde connaît, personne ne sait ce qu'il est allé dire là-bas. Mais à ce que je sache, Kabila, c'est un militaire. Et peut-être qu'il est rentré dans son rang de militaire maintenant. Et qu'il agit comme un militaire et comme tout citoyen qui a aussi besoin de parler au président, au nouveau président. Moi, je ne pense pas que ça tient debout de dire que c'est par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des faits. Si on peut faire comprendre aux gens qui nous suivent les faits concrets. Parce que quand on dit que quelqu'un est soutenu par une puissance étrangère, il faut qu'il y ait des faits concrets. Parce que si, même aujourd'hui, Kagame peut venir au Congo, on va le recevoir. On ne va pas dire parce que c'est Kagame, donc il ne peut pas entrer ici. Non. Ce n'est pas un signe palpable. Moi, je pense que ce n'est pas un signe palpable. Alors, y a-t-il d'autres signes qui montre qu'il est vraiment gouverné par d'autres personnes qui sont en dehors du pays? Oui, je voudrais d'abord commencer par le fait, je vais d'abord dénoncer un peu la naïveté du peuple congolais. Il y a un dicton populaire qui dit « Les peuples méritent les dirigeants qu'ils ont ». Et le peuple congolais est très naïf, et ceux qui le dirigent savent exactement que c'est un peuple très naïf que l'on peut facilement manipuler. Félix sait qu'il est là, et que il est passé par là par des moyens détournés, des moyens malhonnêtes. Et pour continuer à berner le peuple, montrer qu'il est maître de la situation, c'est très facile pour lui d'agir comme Kassavoubou, aller en mission, rentrer et reverser ce qui est resté de la mission, l'argent de frais de mission comme Kassavoubou l'a fait. Ce sont des histoires tout juste pour berner un peuple qui est naïf. Ça, quelle est votre opinion? Je n'ai pas fini. Ah, ok. Allez-y. C'est juste des choses pour berner un peuple qui est naïf. Ensuite, la naïveté du peuple est aussi dans ce sens que
on va berner ce peuple à plat pour lui montrer que non, Félix est là pour la bonne gouvernance. Il montre des signes de frugalité, il n'est pas trop dépensier. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière ça? On lui a refusé tous les privilèges auxquels on doit à un chef d'État. Mais moi, j'aurais appris que pour l'avion, c'est lui seul qui a choisi, c'est lui-même qui a choisi de prendre un autre avion que l'autre. C'est pas qu'on l'avait refusé. Il ne peut pas ouvertement dire que Kabila lui a refusé l'avion. Mais ce sont des spéculations, mais vous avez une preuve que voilà, c'était ça comme ça. C'est une preuve, il y a des preuves, parce qu'un président, quand il vient, il y a les actifs de l'État, il y a les biens qui appartiennent à l'État, auxquels il a droit automatiquement. On ne voit rien de tous ces biens-là qu'utilisait Kabila, mis à la disposition de Félix. Et Félix, pour sauver la face, il va se cacher derrière la frugalité. Bon, selon moi, je crois que je voudrais... je ne suis pas comme tel dans ces types-là de détails, mais il y aurait une vidéo qui circule à propos de cet avion-là, que non, ce n'est qu'en Angola que Félix avait le petit avion, mais bon, dans d'autres pays, Félix a utilisé le même avion là que Kanambe utilisé auparavant. Ça, il y a une vidéo, bon, vraiment, j'ai vu une vidéo dont on a montré cet avion-là, lui, Félix, qui descendait de l'avion. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je vais parler ici sur la naïveté des Congolais. Selon M. Polydor, la naïveté des Congolais n'est pas par rapport aux Rwandais, tel qu'on le dit, ou bien aux Ougandais, non. Moi, j'essaie un peu de voir plus loin les choses. Je voudrais qu'on puisse quand même amener cette affaire congolaise à un niveau supérieur, de voir les choses. Pas nous éterniser sur un très bas niveau, de voir les Rwandais, les Ougandais comme étant des adversaires de poids. Selon moi, je ne dirais pas que le peuple est naïf par rapport aux Rwandais, non. Je ne dirais pas que le peuple ou bien le Congo est occupé par les Rwandais. Je ne le dirai jamais. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Ougandais. Oui, allons-y un peu mollo. Parce que ici, nous parlons du soulèvement populaire. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est important. Vous avez dit que ce n'est pas important, mais si c'est important selon M. Polydor, est-ce que, d'abord il faut identifier, on va se soulever contre qui? Nous avons lu la définition, c'est une rébellion, c'est une revendication, et on le fait par rapport à une situation donnée. Donc il faut d'abord déterminer quelle est la situation. Selon M. Polydor, il y a des forces étrangères qui dirigent le Congo. Quel que soit Félix qui est là, ce sont les forces étrangères. Est-ce que vous êtes d'accord? Sans cibler d'abord, on va cibler après. Est-ce que vous croyez que ce sont les forces étrangères qui dirigent Félix maintenant? Oui, les forces, depuis très longtemps, ce sont les forces étrangères. Alors maintenant... Ce sont pas non, je vais enlever la nuance ici. Parce que selon les Congolais, ce sont les Rwandais et les Ougandais qui dirigent le Congo. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a lieu? Vas-y, continue, explique-nous, c'est qui? Qui sont ces forces étrangères? Tout justement, les forces étrangères qui sont au Congo, ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Ces forces ici qui sont au Congo, ça date de plus longtemps. Parce que ce ne sont pas les Rwandais et les Ougandais qui ont tué Lumumba. Les gens qui ont tué Lumumba, ce sont ceux-là qui occupent le Congo depuis très longtemps, qui ont occupé les Zaïre. Alors, c'est une erreur lorsque on prend pour cible les gens qui n'ont pas la responsabilité. Maintenant, ce que M. Polydor dit est qu'il faut qu'on se soulève. On se soulève maintenant contre qui? Si on se dit qu'on se soulève contre les Rwandais, les Ougandais, mais c'est une peine perdue. Parce que les décideurs là que M. Tshisekedi a prononcé une fois, les décideurs vont toujours chercher d'autres gens, d'autres moyens à utiliser. Ils peuvent aller même en Angola, ils peuvent aller même au Zimbabwe, chercher des gens là-bas pour les utiliser. Tout comme on peut toujours utiliser le même Zaïrois. Mobutu n'était pas des Zimbabwe. On peut toujours utiliser le même Zaïrois pour leur sale besogne. Alors, ce qu'on dit, c'est bien. Moi, j'ai dit ici une chose que le soulèvement est nécessaire. Mais avant de faire le soulèvement, il faut savoir, on se soulève contre qui et pourquoi. Mais si on se soulève contre les Rwandais, c'est une peine perdue. Alors, quelle est la cible? On va se soulever contre qui? Qui sont ces puissances étrangères dont vous parlez? Ces puissances étrangères ont leur mécanisme. Quand on se soulève contre l'autorité qui est là,
l'autorité qui est une proxy de puissance qui exploite le pays, le soulèvement populaire va tout juste balayer tous les mécanismes de contrôle du pays. Le soulèvement populaire, je vais quand même essayer d'un peu de détruire ce qu'il vient de dire. L'Iran a été pendant très longtemps soutenu par les Américains, les forces des Occidentaux. L'Iran avait une des meilleures armées du monde. Avec le Shah d'Iran qui était là, Mohamed Reza Pahlavi, qui était donc la marionnette américaine qui était en Iran. Quand le peuple s'est soulevé, on a balayé le Shah et tous les mécanismes par lesquels les Américains contrôlaient l'Iran par le Shah, et aujourd'hui l'Iran est un pays souverain. Donc, par soulèvement populaire, en considérant ce qui s'est passé en Iran, si on balaye tous les mécanismes de contrôle du pays, on se sera par les mêmes faits, même aussi débarrassé des Américains, comme l'Iran qui aujourd'hui est devenu un pays souverain, qui utilise ses ressources naturelles à sa guise. Donc, le soulèvement populaire est toujours d'une importance considérable. Alors, d'une manière concrète, c'est Félix. Je peux, avant qu'on aille plus loin, est-ce que je peux intervenir pour apporter une objection à ce que je viens de dire? Vas-y. Je veux dire ceci, soyons quand même réalistes. On ne peut jamais comparer l'Iran ou bien le peuple iranien de cette époque-là au peuple congolais que nous sommes aujourd'hui. Parce que tout s'est fait au niveau du mental. Soyons réalistes. La révolution dont M. Polydor dit, il n'y avait qu'un seul leader qui sensibilisait les Iraniens pour passer à la révolution. Mais maintenant, lorsqu'on rentre dans notre situation actuelle, combien de pères de la révolution, plutôt des résistances que nous avons, pas même au Congo, dans la diaspora, combien en avons? On a M. Gilles Tchakoudia qui se réclame que non, c'est lui le père de la résistance. On a Papa Honoré Mbanda qui se réclame qu'il est le père de la résistance. Mais entre les deux, le courant ne passe pas. Sans compter d'autres sans compter les combattants, les majors, les capitaines, les commandos et consorts. Donc tout le monde est là, il est leader. Maintenant, qui va faire passer son message au Congo? Il ne faut pas chercher à comparer les incomparables. Ici, on a deux situations totalement différentes. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, il y avait Shah d'Iran qui était le pion, mais il y avait Khomeini qui était comme l'antagoniste, qui refusait le processus américain, le système américain. Oui. Et sa voix était écoutée partout. Je pense que vous avez brossé ça la fois passée, malgré l'émission n'est pas passée, mais où vous avez dit que il lançait des messages, il faisait des messages audio, et les messages circulaient dans les membres des familles, par la population. Et c'était un seul leader. Mais le cas échéant du Congo, si on regarde un peu, je pense que là, ça fait quand même sens, parce qu'ici au Congo, nous avons... C'est vrai, on peut parler de soulèvement populaire, oui. L'entendement, aujourd'hui, nous avons des personnes qui disent non, Tshisekedi est là, la paix est revenue, c'est un opposant, ancien opposant qui est maintenant au pouvoir, donc ça doit se calmer. Et ça va, même si la Mouka veut faire un peu de boucan, mais tant mieux, on a un président, ça va aller. Alors, mais ce que nous entendons dire ici, sur ce plateau, c'est qu'il doit y avoir toujours soulèvement populaire, selon vous. Et quand vous dites que, selon vous, que le soulèvement est nécessaire, alors, le camp d'Iran, les cas d'Iran plutôt, c'est différent du nôtre parce qu'il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs chefs d'opposition, comment dirais-je, il y a plusieurs, tout ce qu'on appelle les commandos, comment, il y a les résistants, il y a plusieurs, chacun sort avec son nom. Si on regarde, il y a Bokechu à côté qui parle son langage, tu vas chez Odon qui parle son langage, tu vas chez Papa, il y a des moments eux-mêmes ils se battent. Mais quelle est cette voix unique que les gens vont entendre, selon vous? Bon, je pense qu'il faut faire triompher la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une. Je pense que même au niveau, quand on regarde au niveau du message de Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a des gens qui ont des sectes, mais à la fin, on finit toujours par découvrir quand même que le vrai message se trouve où. À force de
donner le message de la résistance. Je crois que notre travail, c'est de sensibiliser le peuple congolais, lui montrer la vérité. Même si le pouvoir peut essayer de créer beaucoup d'autres petits mouvements pour essayer tout juste d'égarer le peuple, de s'aimer la confusion, mais le message de la résistance ne demeure qu'un. Par exemple, les soulèvements populaires est la seule solution pour le Congo. Par exemple, si vous parlez qu'il y a plusieurs mouvements de résistance, évidemment, il y a plusieurs mouvements de résistance en France, mais tous ces mouvements-là, par exemple en France et en Europe, ont fusionné pour donner le leadership. Ils ont voté M. Honoré Ngwanda comme le leader de la résistance. Ça, c'est au niveau des Congolais, de la diaspora française. Non, en Europe. Ils ont voté. Beaucoup d'autres groupuscules qui se disent résistants, ils ont compris qu'on ne peut pas aller à la guerre en... Ça s'est fait quand ça s'est fait quand qu'il a été... Non, il y a de cela peut-être 1 année ou 2 ans, où tous les groupuscules, la résistance... Mais les divisions, Papa Polydor, les divisions, on les voit jusqu'à maintenant. Oui, il y a des gens qui contestent Nganda, il y a des gens qui contestent Odon, il y a des gens qui contestent, ils les insultent, ça vole, ça part de non, le temps est le meilleur allié de la vérité. On a été là, ici dans la diaspora, avec des gens qui se disaient résistants, qui criaient Kabila dégage. Mais on a vu que tous ces gens-là qui criaient Kabila dégage, dès que Félix a pris le pouvoir, pour eux, le combat est fini. Mais pour nous, le combat n'est pas fini, parce que nous savons que Félix a signé des accords avec le pouvoir pour être nommé là où il est, et masquer le peu. Donc, il est comme un masque qui utilise... Est-ce que ces accords sont connus? Parce que moi, je pense que le problème qu'on a ici, il y a des gens qui nous suivent. Soyons un peu sérieux. Nous ne voulons pas faire ce que tout le monde fait. Oui. Tout le monde, tu prends ton petit téléphone, une petite caméra, tu dénonces des choses sans fait, sans vérité, sans preuve. J'aimerais quand même qu'il y ait des faits. Parce que si on dit que... C'est vrai, on n'est pas ici, il faut qu'on fasse un débat équilibré, un débat intellectuel. On ne veut pas juste parler pour le plaisir de parler. Oui. Et on ne peut pas convaincre, on ne fait pas une propagande de conviction ici. Oui. On ne veut pas persuader les gens. Tout ce que nous voulons, c'est d'émettre les idées. Oui. Et votre idée est la bienvenue, et c'est aux téléspectateurs d'en juger. Ouais. Alors, si vous parlez de soulèvement populaire et que vous parlez de Tshisekedi comme n'étant pas la meilleure personne qui est là parce qu'il a signé des contrats. Mais il faut que ces contrats soient visibles. Il y a des contrats qui sont... qu'on voit quand même à la télé, on voit que voilà tel contrat, il y a une copie, on regarde un peu la copie, on voit qu'est-ce que les contrats stipulent. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a que les gens qui parlent. Mais où est ce contrat? Bon, je vais d'abord vous dire une chose. La corruption, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pas en public. La corruption se fait derrière des portes closes. Mais il y a la corruption, il y a les contrats, ça c'est bon, deux choses. J'ai parlé des accords, des accords secrets. Oui. Des accords secrets. D'abord, je vais faire ressortir quelque chose. C'est une vidéo qu'il faut analyser. Il y a M. Augustin Kaboué, je crois qu'il est porte-parole de l'UDPS. Je l'ai vu parler, il dit Kabila a regardé. Je parle au niveau des élections. Kabila a regardé quel est ce parti politique qui a toujours combattu et qui ne s'est jamais fait corrompre. Et il a trouvé que c'était l'UDPS. Ça dit beaucoup. Kabila a regardé quoi? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Ça, c'est le chef de l'UDPS, un des très hauts cadres qui parle pour les histoires d'élections. Quand il nous dit que Kabila a regardé de tous les partis politiques. Donc c'est lui qui a fait le choix. Oh, mais oui, c'est clair qu'il a fait le choix. On lit entre les lignes. Kabila a regardé, il a trouvé que le seul parti qui ne s'est jamais fait corrompre chez moi, c'est l'UDPS. Il a regardé pourquoi, qu'est-ce qu'il a regardé? Bon, moi, je voulais dire ceci. Ouais. Je voulais dire que, vous savez, pour bien comprendre la problématique de chez nous, ça ne nécessite pas de faire la science politique. Ça ne nécessite pas que vous ayez le PhD. C'est un problème d'une très bonne compréhension pour arriver à comprendre, à disséquer tout ce qui se passe. Avant d'abord d'aller plus loin, je voudrais rectifier à ce que M. Polydor a dit sur
les combattants de l'Europe qui ont désigné M. Honoré Ngbanda comme étant leur président ou bien leur leader de la résistance, je vous dirais que non, c'est un faux problème. Parce que, est-ce que vous êtes au courant que c'est Madame Justine Kasavubu qui est présidente des Congolais de la diaspora? Vous êtes dans la diaspora, je ne sais pas si vous l'avez aussi voté, je ne sais pas. Alors, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Bon, moi, je ne suis pas résistant, je ne suis plus combattant, je suis activiste, mais je ne sais pas, la manière dont je connais les gens, il y a certaines personnes qui, par rapport à leur dire, à leur manière de faire, personnellement, je ne leur donne pas de crédit. Bon, ça, c'est un problème. Je voulais tout simplement faire une rectification. Pour revenir maintenant à ce que M. Polido dit encore que non, Kabila a vu suite aux déclarations de... C'est pas moi qui lui dis. Oui. C'est ça ce que j'ai dit. C'est selon Augustin Kaboul. Tout justement. Moi, je dirais que ces gens-là, on peut voir quelqu'un, un cadre de l'UDPS. Cela n'est pas pour autant dire que non, vraiment, il connaît très bien ce qu'il est en train de dire. Ou bien il comprend très bien. Non. Parce que, qui est Kabila? Qu'il ait le pouvoir de désigner qui sera le prochain président. Soyons quand même pragmatiques à ce niveau-là. Qui est Kabila? Parce qu'il faut vous mettre en tête qu'il y a les gens qui ont abattu Lumumba parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de leurs intérêts. Les gens qui ont abattu Laurent Désiré Kabila. C'est que vous revenez un peu à ce qu'il dit. Donc, même si c'est Kabila qui a désigné, mais il y a des personnes derrière Kabila qui ont fait que Kabila... Non, alors qu'on le dise réellement, clairement. Parce que, vous savez, le mal avec nous est que lorsqu'on vous parle de Kabila, vous ne voyez que Kabila. Je me rappelle, Papa Honoré Ngbanda a dit aux gens que non, le Congo est occupé par les Rwandais. Mais c'est ça le discours de tout le monde. Non, ce sont les Rwandais qui occupent le Congo. Mais à vrai dire, est-ce que le Rwanda a le poids de pouvoir occuper le Congo? Non. Mais ça, c'est égarer les gens, la réalité des choses. Vous voyez? Ça, c'est égarer les gens. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se préparer. Mais c'est comme il a dit, c'est peut-être d'une manière interposée. Il y a peut-être des personnes derrière ou qui sont... Parce qu'on sait quand même qu'il y avait les États-Unis à l'état de qui... non, même pas. L'autre président américain avant c'était qui avant Bush comment il s'appelle? Clinton, oui. Est-ce que c'est... On comprend quand même qu'il y avait des ramifications entre Clinton et le Rwanda. Même, non. On va toujours dans le mauvais sens. Parce que même Clinton, en tant qu'humain, en tant que personne, il ne peut jamais influencer pour dire que non, les Rwandais aujourd'hui, je vous donne le pouvoir d'aller attaquer ou bien d'envahir le Congo. Non. En réalité, même Clinton, les Bush, ce ne sont que des papettes aussi. Je vous donne un exemple. Lorsque Obama était soi-disant président aux États-Unis. Quand il était président aux États-Unis. Oui. Bon, je sais pourquoi je l'ai dit. Je sais pourquoi je l'ai dit. Obama avait son oncle, ou bien quelqu'un de sa tribu, Raila Odinga, qui était aussi voté comme Tshisekedi au Congo. Il a été voté au Kenya. Ouais. Je vous dis que de même tribu que sa mère. Et Raila Odinga était trop populaire par rapport à d'autres tintins. Oui. Mais je vous dis bien que Obama, en tant qu'étiquette, il n'avait pas l'influence de pouvoir dire que non, moi je voudrais que mon oncle ou bien ce type qui est populaire soit président. Il n'a pas fait. Mais il y a quand même des enjeux qui sont différents ici, parce que le Congo c'est différent. Le Kenya est quand même un peu avancé par rapport à sa démocratie. C'est pas comme au Congo. Non. Ce que je veux dire est ceci. Mais s'il y avait la démocratie, il faudrait que Raila Odinga soit président. Mais Raila Odinga, moi je vous parle ici en fonction d'influence. Parce que on ne parle pas des problèmes de Kenya. On parle ici du Congo. Ouais. Mais vous avez soulevé quelque chose, dire que non, du temps de Clinton, Non, il n'y a rien. Clinton n'était qu'un travailleur. Vous verrez qu'aux États-Unis, même si les gens se succèdent, mais les intérêts des impérialistes ne changent absolument rien. Mais allons-y un peu, parce que nous avons quand même fait plus de 25 minutes. Si on peut commencer à aller dans le vif du sujet et le terminer. Nous avons parlé du soulèvement populaire. Et
nous avons trouvé que c'est possible par rapport à M. Polydor, c'est pas possible par rapport à M. Benjamin. Mais si on veut aller un peu éclaircir et puis conclure un peu, donner à nos téléspectateurs une idée principale de ce que nous sommes en train de discuter ici. Ouais. Donc, alors, je pense qu'en te suivant, Ouais. le soulèvement populaire est peut-être possible, mais pas maintenant. Bon, si il peut y avoir un soulèvement, ce n'est pas le soulèvement tel que c'est stipulé dans les dictionnaires, c'est qu'on vient de lire. Moi, je peux donner un modèle de soulèvement qui est un soulèvement mental. Donc, on se révolte par rapport aux impositions qu'on met dans nos mentales. Qui met ces impositions? Non, Qui? mais ce sont les impérialistes. Je vous ai dit ici que les impérialistes ont... Donc, bon, alors, s'il vous plaît, mettons-nous d'abord d'accord. Donc, il y a possibilité de faire soulèvement populaire. Donc, il y a intérêt. Peu importe avec qui qu'on va faire ça, à qui qu'on doit faire, pensez-vous qu'il y a nécessité? Parce que lui, il a bien dit que le pays est sous contrôle de puissances étrangères. En l'occurrence, on commence par le Rwanda. Ce ne sont que des proxys, oui. Voilà. Ouais. Alors, pour vous, c'est possible aussi parce que tu as quand même ciblé qu'il y a des personnes. Donc là, vous voulez parler des impérialistes. Ouais. Donc, s'il faut qu'on fasse le soulèvement, c'est contre les impérialistes. Donc, on peut s'entendre que le soulèvement est nécessaire. Bon, il faut maintenant déterminer quel type de soulèvement. Là, on ne sera pas dans le même soulèvement. Peu importe le type. Bon, parlons, je comprends. Vous voulez parler du soulèvement mental, vous allez expliquer ce quoi. Mais parce que ici, quand on parle du soulèvement populaire dont on entend parler au Congo, il ne s'agit pas du soulèvement mental. Je ne m'abuse pas ça. Non. Les soulèvements dont nous parlons, nous commençons par éduquer le peuple. Nous commençons par éduquer le peuple. Donc c'est mental alors? Oui, parce qu'on ne peut pas faire... Quand on demande à un peuple de se soulever, on lui montre d'abord la raison pourquoi il doit se soulever. Si on doit se soulever contre le Rwanda, nous n'ignorons pas que les Rwandais sont soutenus par des puissances étrangères. Donc, vous ne pouvez pas arriver à amener un peuple à se soulever si vous ne lui enseignez pas, si vous ne donnez pas la vérité. C'est ce que nous sommes justement en train de faire. Nous sommes en train de conscientiser le peuple congolais sur quels sont les vrais enjeux, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et dès que ce pays là-bas va s'approprier ce message-là, le soulèvement sera une possibilité. Pour l'instant, c'est l'éducation. On est en train de passer le message. Mais le message, je comprends que vous faites partie des résistants. Le message des résistants, il a commencé depuis un certain temps. Ça fait quand même longtemps. Oui. Et Tshisekedi est en place. Oui. Il y a quand même des apaisements dans les têtes de certaines, en tout cas beaucoup de personnes qui disent bon, ça va, il y a la paix, nous avons un président, ça va bien marcher maintenant et il est en train de travailler, qu'on lui donne la chance, qu'on lui donne le temps de travailler. Mais si vous pensez vous donner le message, Tshisekedi a 5 ans au pouvoir, pensez-vous que dans les 5 années qui vont venir, votre message aura suffisamment pénétré les têtes des gens? Est-ce que la mentalité va changer? Pensez-vous que pendant ces 5 ans qui vont s'écouler, c'est là qu'il y aura le soulèvement ou ce sera après? Si vous estimez un peu par rapport au temps déjà écoulé, où vous avez commencé à donner des messages qui, d'ailleurs, on doit se soulever que ce message sont acceptés de part et d'autre, mais il y a aussi de part et d'autre où c'est refusé. Il y a des gens qui refusent ce message jusque-là. Et non seulement qui refusent, mais qui combattent aussi ce message-là. Quand est-ce que vous pensez que ce message va passer pour que la population congolaise puisse comprendre et être de votre côté? Parce que je suis d'avis que ce peuple-là sera bientôt désillusionné. La même façon que les gens ont applaudi l'entrée de Laurent Désiré Kabila, nous étions tous, tout le monde a exulté, tout le monde pensait que c'est la fin de Mobutu, le Congo allait entrer dans une ère nouvelle. On a tous été désillusionnés de comprendre que Laurent Désiré Kabila n'allait rien faire pour le Congo. Lui-même a senti cette résistance-là du peuple envers les Rwandais. Quand il s'est retourné contre ceux qu'il avait fait roi, les règlements de compte n'ont pas tardé. Félix est là. Il n'a pas tous les pouvoirs pour arriver
à donner ce qu'il faut à ce peuple-là. Il ne contrôle pas l'armée. Sa ceinture d'abord de sécurité, elle est assurée par les chiens de garde de Kabila, des gens qui n'obéissent qu'à Kabila. Donc, c'est monsieur qui est dans une prison dorée, une prison comme dans laquelle se trouvait Laurent Désiré Kabila. Moi, je me souviens quand Laurent Désiré Kabila était à Ottawa, nous étions avec beaucoup de Congolais qui, voyant Laurent Désiré, un président, mais nous leur disions que cet homme est en prison. Il passe, vous applaudissez, mais vous ne savez pas, c'est un otage qui est en train de vous parler, qui vous regarde, il dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que je suis prisonnier? Alors, les gens n'ont compris que le temps où Laurent Désiré Kabila a chassé finalement les Rwandais, parce qu'il est venu. Le vieux Tshisekedi, il a dit, tu es venu avec des étrangers, chasse ces étrangers qui rentrent chez eux. Même s'il faut leur payer pour le travail qu'ils ont fait t'aider pour chasser Mobutu, il va falloir le faire, mais il faut que nous restions. Il a dit non, moi je n'ai pas amené des militaires étrangers, tout le monde qui est dans mon armée sont des Congolais. Et on avait beaucoup de confrères qui soutenaient Laurent Désiré à l'époque, qui ont applaudi. Mais quand finalement les choses n'ont pas marché bien entre Laurent Désiré et ceux qui l'avaient fait roi, il a renvoyé les Rwandais chez eux. Et ils n'ont pas tardé à lui faire la guerre, jusqu'au point d'aller l'assassiner dans son propre bureau. C'est ce que vous prévoyez pour Tshisekedi aussi? Bon, on ne prévoit pas de mal pour lui. Nous voulons simplement qu'il prenne conscience, qu'il démontre réellement au peuple congolais qu'il est en otage et que le peuple se mette derrière lui pour en finir une fois pour toutes avec l'occupation. Mais s'il continue à jouer les jeux des occupants, servir de masque aux occupants, là, il sera toujours l'ennemi du peuple congolais. Oui, ça c'est très bien dit, Papa Polydor. Mais si on revenait à la question, donc ça peut prendre le 5 ans. Si, supposons que les 5 années qui vont suivre, qui n'a rien fait de tel, dans ce sens-là, donc il aura aussi fini son mandat, peut-être parti, et un autre viendra. Qu'en est-il du message de la résistance? Le message ne cessera pas. Lui, Félix Tshisekedi, moi je plains carrément les gens qui lui font confiance. Quand il partira de là, il se sera fait des millions, comme Sami Badibanga et comme qui encore, Bruno Tshibala avant lui. Il se sera fait des millions, il aura mis sa descendance donc, du bon côté des finances, donc il aura vraiment assuré le bien-être de ses enfants et de sa descendance. Mais le peuple ne recevra rien de ce mandat de Félix Tshisekedi. Ok, merci. Alors, Monsieur Benjamin, nous sommes en train de chuter pour finir vraiment. Alors, vous parliez d'une révolution mentale, en quelque sorte. De quoi s'agit-il? Et parlons du délai, parce que tu sais qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour toi pendant les 5 années? Est-ce que la mentalité dont vous parlez, comment d'abord ça va se faire? Est-ce que ça pourra se faire dans les 5 années pour que les résultats que vous voulez, les résultats escomptés puissent être là? Et qu'est-ce que toi-même tu fais pour? Est-ce que vous pouvez me permettre de réagir par rapport au... Allez-y, rapidement. Vous savez, il y a une chose. Moi, j'ai parlé ici, j'ai dit qu'il est vraiment grand temps de pouvoir bien cibler les gens qui occupent le Congo. Je me rappelle, il n'y a qu'une seule personne que j'ai entendu parler de décideurs. C'était M. Etienne Tshisekedi. Le fait Tshisekedi qui a parlé au moins des décideurs. Mais depuis que moi je suivais je ne suis pas ici pour attaquer les gens, mais je suis là comme... je suis un réaliste. Depuis que j'ai commencé à écouter, depuis que j'écoutais le vidéo, je regardais les vidéos de Papa Honoré Ngbanda. Bon, à moins que je me trompe, mais je ne l'ai jamais entendu parler de vrais décideurs tels que Tshisekedi l'a dit. Lui ne nous parle que non, il y a 500 officiers rwandais. Il y a un bataillon de Rwandais qui ont traversé. Ce n'est que ça. Il y a des Ougandais qui ont fait ceci. Il y a des Ougandais qui ont fait cela. Mais il n'a jamais dit aux Congolais que non, regardez, ça c'est un jeu. Le vrai personne, le vrai occupant, ce sont ces gens, mais ce ne sont pas les Rwandais. Il n'a jamais dit ça. Alors, peut-être que pour lui, ce ne sont que des Rwandais. Non, mais absolument. Attendez. Vas-y. Bon, mais c'est ça le discours qui est dans la tête des gens.
Ça dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête. La plupart des gens... Vas-y, explique-toi un peu. Laisse-le un peu. Alors, les gens sont maintenant bornés pour dire que non, les Congolais, donc nos ennemis, ce sont les Rwandais. Alors, si par exemple, les gens veulent maintenant se préparer pour bouter les Rwandais dehors, la hauteur des Rwandais n'est pas la même hauteur des impérialistes quand même. Si on boute les Rwandais dehors, ce n'est pas dit qu'on a gagné, on a récupéré le Congo, non. On a libéré le Congo, non. Mais si maintenant les impérialistes qui sont plus forts que les Rwandais viennent, ils imposent la même chose, vous ne ferez absolument rien. Et vous serez au bout maintenant de vos efforts. Mais quand vous parlez des impérialistes, pouvez-vous cibler un peu c'est qui? Parce qu'il y a beaucoup de pays occidentaux, mais c'est qui? Tu peux nommer un peu? Tu peux en nommer? Bon, je peux nommer. Je peux nommer. Mais bon, parce que ce n'est pas quand même les Suédois, ce n'est pas quand même les Ukrainiens, ce n'est pas quand même les Éthiopiens. Ne me prenez pas au mot. Oui. Ce n'est pas dit que tous les Occidentaux que nous voyons, ce sont des impérialistes. Non. Je crois que dans une émission, j'ai dit sinon, les voisins que nous vivons avec, ils n'ont rien à foutre. Ils souffrent comme nous aussi. Ils sont aussi prisonniers. On les impose aussi comme on nous impose, mais de manière différente. Les impérialistes, on parle des impérialistes, on regarde les familles très riches qui dirigent le monde depuis. Quelle famille? Ouais, je peux prendre un exemple. Les Juifs Non, pas les Juifs. Non, les Juifs là qu'on nous parle ici, ce sont des montages. Il n'y a pas de Juifs de peau de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, c'est un occidental. Non, n'allons pas dans ce sujet-là. Là, on va aller plus loin. Donc, moi, je vais parler ici. Je donne un exemple. Je prends l'exemple de la famille royale anglaise. Vous voyez? Lorsqu'on vous fait des statistiques des gens les riches au monde, on n'a jamais parlé de cette famille-là. Mais vous savez comment et combien la famille-là s'est arrachée de l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Si on peut, parce qu'à cause du temps... Non, je comprends. Non, vous m'avez posé la question d'énumérer ou bien de donner le nom. Je vous donne que ces noms-là, je vous donne que cette famille-là... Parmi les impérialistes, on peut d'abord compter la reine d'Angleterre et sa famille. La famille royale, pas la reine. Parce qu'elle a trouvé ce que nous sommes en train de... Elle a aussi trouvé ça. Donc cette famille royale-là, elle est pour beaucoup dans ces histoires. C'est un exemple que je vous donne. Oui. Bon, pour maintenant retourner à ce qu'on disait, on parlait sur le soulèvement mental. Le soulèvement mental, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci. C'est-à-dire qu'on parvient à comprendre, à reconnaître le niveau de destruction dont nous sommes victimes. On comprend très bien. Et on parvient à comprendre, à connaître réellement quel est notre adversaire. Bien qu'il ait la taille de Goliath, peu importe, mais qu'on identifie quand même l'adversaire. À partir de cette identification-là, ça va nous donner quand même le jugement. On va faire le jugement. Est-ce qu'on est à la hauteur de combattre ce géant ou bien on n'est pas à la hauteur? Bon, si on n'est pas à la hauteur... Je me permets de dire ceci. Ouais. Si on allait selon ce que M. Polydor avait dit tantôt, ouais. Parce que je crois que vous parlez de la même façon, vous dites la même chose. C'est qu'il y a quelque part une puissance étrangère, mais il y a aussi une petite puissance interposée qui est utilisée par la grande puissance, si on veut parler des Rwandais. Ouais. Bon, vous ne ciblez pas seulement les Rwandais, vous dites que derrière les Rwandais, il y a d'autres personnes. Mais je pense que c'est le même langage qu'il a tenu. C'est bien qu'au niveau d'Honoré Ngwana, il insiste beaucoup sur les Rwandais, mais sachant que derrière les Rwandais, il y a d'autres personnes. Mais est-ce que si le soulèvement populaire commençait envers les Rwandais seulement, est-ce que ce soulèvement populaire ne peut pas atteindre ceux-là dont vous parlez, par exemple la reine et sa famille, tout ça? Parce que c'est quand même sur place ici. Si sur place, tout est bouté, tout est vraiment barricadé, les restes ne pourront pas avoir d'entrée. Est-ce que c'est un peu sa logique? Est-ce que tu ne penses pas que ça peut se faire? Cette logique-là, je ne crois pas que ça va nous amener quelque part. Mais comment est-ce que ça peut se faire? Laquelle? En dehors de ça. Pour vraiment que ce système-là, tu parles du développement mental, c'est pas moi, révolution au niveau mental. Ouais. Mais quels sont les débouchés? C'est pour en fait faire comment pour se débarrasser de ce système? C'est là où je voudrais arriver. Ouais. Si quelqu'un vous dit... Ne soit bref.
je suis bref. Parce qu'on doit vraiment... Je suis bref. C'est là où j'ai dit que après avoir identifié l'adversaire, on va maintenant peser et voir si on est en mesure de les combattre ou pas. Si on n'est pas en mesure de les combattre, directement on dit non, mais cherchons maintenant, travaillons d'une autre manière pour quand même gagner notre vie d'une manière collective. Donc, travailler avec ces gens-là, travailler avec les impérialistes... Écoutez, je vous dis ce qui est vrai. Je vous ai donné un exemple des Indiens ici, les East Indians. Ouais. Ils n'ont pas combattu le système. Ils vivent dans le système. Mais les East Indiens, ils s'en sortent dans le système. Ils s'en sortent dans le système. Ouais. Parce que si on se dit, écoutez, on parle ici de la rébellion, une révolution, c'est une rébellion, ou bien un refus actif aux autorités. Mais les autorités là, qui contrôlent les tout, ils contrôlent les tout. Ils ont les tout en leur possession. Bon, comment est-ce que tu vas les désobéir? Tu désobéis. Combien de fausses communes on a trouvé au Congo? Nos pauvres mamans, ils n'attendent pas tout ça, ils attendent de manger. Tout justement, combien de fausses communes? On n'est pas là. Attendez, non, on est là. Soyez bref. Non, je suis bref. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Après avoir compris, après avoir identifié l'adversaire, pas les Rwandais, ce n'est rien. Après avoir identifié l'adversaire, on se pose maintenant la question, comment on peut combattre ces Goliaths? Est-ce qu'on est à mesure de les combattre? Si on n'est pas à mesure de les combattre, non, il faut oublier. Je vous dis ici, les Chinois n'ont pas fait une révolution telle que c'est signifié ici. Soulèvement populaire. Un soulèvement, pas comme celui-ci, mais ils ont fait un soulèvement mental. On les a exploités. Complètement hors de sujet. Non, je ne suis pas hors de sujet. C'est un soulèvement. Je pense que, résume ça un peu, finis ça. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des Chinois, ils ont fait une révolution mentale ou bien un soulèvement mental. Comment? Ils l'ont fait. Écoutez, les gourmands occidentaux, les impérialistes, ils ont déménagé leurs usines vers la Chine où ils vont trouver une main-d'œuvre moins coûteuse. Les Chinois n'ont pas refusé. C'est une exploitation, non? On les a exploités. Mais en même temps, les gouvernements percevaient aussi la taxe. Les impôts que les compagnies payaient aussi. Mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer cette Chine à la Chine d'il y a 30 ans, 40 ans? Non. Et aujourd'hui, au niveau économique, tout justement, c'est une révolution économique. Alors, est-ce qu'on peut, je vais vous donner à chacun une minute, et puis on va clôturer l'émission. Parce qu'on a quand même compris ce qui se dégage de notre discussion. Donc, les soulèvements populaires, à mon avis, à vous écouter, vous deux, les 5 années que Tshisekedi a, je pense que ça ne va pas servir. Parce qu'on n'aura pas le temps, d'abord, d'un côté, de parler à tous les Congolais pour comprendre ce qui se trouve dans la tête de M. Honoré Ngbanda et tous les résistants. Ça prendra du temps parce qu'il y a trop de divisions et le message n'est pas trop bien compris dans la totalité. Mais c'est nécessaire, selon M. Polydor. Même si ça passait, mais jusqu'à ce que, au fur et à mesure que le temps passe, les gens vont découvrir si Tshisekedi est du bon côté ou du mauvais côté, de telle sorte que s'il est du mauvais côté, on le saura. Et s'il est du bon côté, on saura comment l'appuyer. Ça, je pense que c'est le résumé de ce que Papa Polydor a dit. Mais il est nécessaire parce qu'il y a des choses, selon lui, qui se font, qui sont en cachette qu'on ne connaît pas et qui vont peut-être sortir de soi-même. Alors, comme on dit, les cadavres dans les placards. Mais, selon vous, vous parlez plutôt d'une révolution mentale, c'est-à-dire qu'il va aller beaucoup plus au niveau économique, travailler avec les systèmes. Parce que ce que j'entends, c'est qu'on ne sera peut-être pas à mesure d'écrouler ces systèmes-là, de combattre ces grands Goliaths qu'on appelle les impérialistes. Et donc, autant mieux faire comme les Indiens ont fait. Ils sont dans le système, mais ils vivent, ils mangent, ils avancent. Les Chinois ont fait la même chose. Ils sont même en avance par rapport à d'autres pays occidentaux. Alors, donc, pour le Congo, qu'est-ce qu'on peut conclure? Je vais vous donner une seule minute. Concluez. Qu'est-ce que le peuple congolais, comment est-ce qu'il peut voir ça? Est-ce que c'est nécessaire par rapport au... Nous avons parlé du soulèvement populaire. Est-ce que maintenant, c'est une préoccupation vraiment? Est-ce qu'ils doivent se soucier vraiment de ça par rapport à ce qui se passe maintenant au Congo? Quand bien même il y a tout ce qu'on se dit, tout ce qui se raconte. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire un soulèvement populaire? Une minute, vous clôturez selon votre idée et les téléspectateurs vont en juger eux-mêmes. Nous commençons par M. Polydor. Les
soulèvement populaire demeure la clé d'or pour le Congo. Et je termine en faisant une objection à ce qu'il a dit pour la Chine. Il faut connaître l'histoire de la Chine avec Mao. La Chine est un pays souverain. Il y a eu une guerre en Chine, la guerre civile, qui a abouti sur la prise de pouvoir de Mao. Et dès que ces pays étaient souverains, qui n'étaient pas sous l'emprise des Américains, ils ont dû prendre des décisions par eux-mêmes qui les ont amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui. La Chine est un pays souverain. Ce n'est pas dans la même situation que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes occupés, notre armée est infiltrée par des Rwandais, notre police infiltrée par des Rwandais, donc les services de sécurité infiltrés par les Rwandais. Il va nous falloir nous débarrasser de toute cette infiltration rwandaise et remettre le pays réellement aux Congolais. C'est alors ce moment-là que le Congo pourra se développer, prendre son élan. Merci. Bon, vous allez me donner encore même plus de 2 minutes. Parce non, que c'est parce que c'est il a dit en 1 minute. Si vous pouvez résumer dans 1 minute. Ouais, c'est qu'il dit, si on lui demande le mécanisme par lequel il faut chasser les Rwandais du pouvoir, mais si on chasse les Rwandais, qu'en est de la MONUSCO? Qu'est-ce qu'on va faire avec la MONUSCO? Si on dit que non, notre armée... Quelle représente la MONUSCO par rapport à la situation congolaise? Mais non, mais qu'est-ce que la MONUSCO fait au Congo? Il faut se poser des questions pareilles. Oui, justement, je n'ai pas de réponse à te donner, mais qu'est-ce que ça représente? Parce que vous avez dit quand on chasse les Rwandais, mais qu'en est-il de MONUSCO? Qu'est-ce qu'il représente pour qu'ils soient chassés ou qu'ils restent? Non, c'est pour dire que non, la MONUSCO, c'est un instrument des impérialistes qui est mis là. S'il y a quelque chose qui arrive, la MONUSCO va directement intervenir parce qu'ils ont un arsenal que d'autres pays africains n'ont même pas. Mais ces arsenals n'ont jamais été utilisés. Pour revenir à ce que vous disiez, la minute que vous m'avez donnée, moi je dirais ceci, qu'on ne s'empresse pas. Qu'on ne s'empresse pas parce que si on s'empresse, ce sont des émotions, ce sont des sentiments. Mais dans des émotions, dans des sentiments, on ne peut rien faire. Je ne peux pas parler d'une révolution aujourd'hui, aussi longtemps que les Congolais ne composent pas. Ça ne peut pas se faire. La révolution se fait lorsque les gens composent. Mais si les gens ne composent jamais, il faut oublier ça. Alors, moi, je voudrais qu'on commence par les choses élémentaires. On commence d'abord par composer. On commence d'abord par se soutenir. Parce qu'en composant, on va se soutenir. Mais si aussi longtemps qu'on ne fait pas ces choses-là, il faut oublier d'autres choses. Parce qu'on va le parler tout simplement, ça fait beau aux oreilles, mais en réalité, on n'est pas pragmatique. Ça ne va pas se réaliser. Alors, passons d'abord, parce que pour que les Congolais composent, c'est déjà tout un problème. Alors, au lieu de parler d'autre chose, commençons d'abord par composer. Composer en quoi? Parce que si nécessité il y a, le président est là, le pays marche. Non, moi, donc, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Aussi longtemps, je dis ici, je le répète encore comme j'avais dit auparavant, aussi longtemps que nous sommes toujours dans les systèmes implantés par l'impérialisme, on n'ira nulle part. Aussi longtemps que... Il n'y a pas de solution pour toi. Non, il y a moi je dis qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Bon. Mais je dis ceci, aussi longtemps qu'on est dans ce système, on ne fera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est que dans la démagogie. C'est lui qui contrôle. Qu'est-ce qu'il faut pour toi? Qui font la démagogie? Qu'est-ce qu'il faut pour toi? S'il te plaît, c'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour toi? Est-ce que... Donc, ce n'est pas... On parlait ici du soulèvement. Donc, le soulèvement populaire n'est pas nécessaire qu'on vive ce qu'on a de vivre. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, vous me comprenez mal. J'ai dit qu'on ne peut même pas parler de soulèvement à ce moment. Ce n'est pas parce que la situation est bonne au Congo, bien la situation change. Non. Moi, je dis ceci. Le soulèvement mental économique est toujours nécessaire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut évoquer maintenant. Parce qu'on a encore d'autres choses sérieuses, toute une fondation qu'il faut bâtir. Aussi longtemps que la fondation n'est pas là, on ne peut pas parler de l'inton. Quelle est cette fondation? La fondation, c'est d'abord le support entre les Congolais, la patience entre nos Congolais, l'entente, l'amour, vous voyez, la tolérance entre nos Congolais, et même la modération entre nos Congolais. Aussi longtemps que ces choses-là ne sont pas à nous. Parce qu'on peut faire la fondation si on parle le même langage. Si on s'entend, on se suppose. Mais si aujourd'hui, j'ai dit... Là, suffisamment parlé, je peux dire une seule chose. Quand De Gaulle
se battait pour la France, il n'y avait pas d'harmonie entre lui et certains de ses collègues officiers. Il est arrivé à des moments où il y a eu des échanges très durs, des échanges de paroles sur la stratégie. Faut-il utiliser telle ou telle stratégie pour libérer la France? Donc le fait que les gens, ça ne manque pas entre dirigeants d'avoir des discordes, d'avoir des divergences d'opinion. C'est arrivé avec De Gaulle, c'est arrivé avec ses collègues. On va en parler peut-être dans l'émission prochaine. Pour aujourd'hui, je pense qu'on doit s'arrêter là. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit au début, c'est un débat d'un autre... c'est un début d'un autre débat, je voulais dire. Donc, parce que si vous parlez de Gaulle, comme vous l'avez dit, c'est bien beau. Oui. Mais pour le cas que nous avons, si je reviens à ce que Benjamin vous avez dit qu'il faut que les gens composent, il faut qu'il y ait entente. Si les gens s'entendent autour d'Honoré Ngwanda, quelque chose va sortir de la part d'Honoré Ngwanda. Pendant ce moment, si on parle, le pays, selon beaucoup, une bonne partie des Congolais, ils pensent que ça marche bien, on a un président. Si tel est le cas, on va voir ce qui va se passer dans les 5 années qui vont venir. Selon ce que M. Polydor dit, il dit que De Gaulle n'a pas eu besoin de tout ces tralala, il y avait des mésententes, mais il a quand même foncé. Donc je comprends, prochainement vous allez nous dire comment est-ce que Honoré Ngwanda ne peut pas foncer lui-même, parce qu'il n'y a pas d'entente. Est-ce qu'il pourrait foncer lui-même? On a assez quand même beaucoup attendu. S'il a un plan, s'il pouvait nous faire des recherches d'ici la semaine prochaine, quand on fera notre émission, qu'on ait des outils. Est-ce que si on le laissait seul faire jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il entend faire? Et une autre question, s'il le fait, finalement, il va le faire avec les gens qui sont au pays. Celui qui est au pays maintenant qui dirige, c'est Tshisekedi. S'il le fait dans les 5 années ici, donc il va trouver Tshisekedi en place. Si Tshisekedi partait, qu'est-ce qui va venir après? Nous voulons quand même comprendre, on pourra en parler dans l'émission prochaine. Ok, d'abord, je voudrais dire à nos téléspectateurs que tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Oui, oui. Je ne suis pas venu ici comme porte-parole de la Pareco. Okay. En tout cas, tout ce que j'ai dit ici, ça n'engage que moi. Bien dit. Oui, bien dit. Merci beaucoup, alors, chers téléspectateurs. C'était houleux. Il y a l'histoire du Congo, on en parle aujourd'hui avec... je ne voulais pas dire avec des pincettes, mais quand même, il y a trop de divagations, il y a trop de points de vue, il y a trop de mentalités, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine et ça démontre que les Congolais aiment leur pays, les Congolais ont un mot à dire. Seulement, il faut dire les choses qui peuvent construire. Il y a une paix. Les autres disent que c'est une paix apparente. Les autres disent que le président Tshisekedi vient au bon moment, il va sauver le cas, il va amener le pays à un certain niveau, et la démocratie va être en marche, l'état de droit va être là. Mais il y a d'autres personnes qui se disent non, 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 c'est juste une mise en scène, il y a des personnes derrière, Kabila est toujours là. Ce sont des points de vue qui divergent, on ne peut pas convaincre quelqu'un, mais nous voulons quand même discuter de cela et puis que chacun de nous puisse tirer ce qu'il peut tirer comme conclusion. Mais nous croyons que le bon Dieu sait, il connaît ce qui va se passer au Congo et nous prions pour que le Congo soit intègre, le Congo soit fort plus que jamais et que les jours à venir soient merveilleux. Nous voulons donc remercier tous ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne Alta TV, qui est une télévision communautaire. Nous sommes en train de faire notre percée au niveau de YouTube, mais nous sommes beaucoup plus à la télévision, ici sur Omni Télévision, une télévision canadienne, une télévision ethnoculturelle, mais nationale aussi. Mais nous sommes dit que nous avons quand même mot à dire par rapport à notre beau pays. C'est pourquoi on s'est engagé. Donc, vous pouvez vous inscrire en bas et puis vous pouvez mettre la petite cloche à côté, comme ça vous saurez chaque fois qu'on met des émissions que vous allez le suivre. Et prochainement, on va le faire même en direct pour que vous suiviez directement en même temps que nous. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était René Vincent Chiboula dans votre émission Survol politique sur votre chaîne communautaire Alta TV. Au revoir.